On va accueillir pour cette table ronde consacrée à la femme archéologue aujourd'hui. On aura l'immense plaisir d'accueillir Laura Marie, qui est à l'origine de l'association Peytatruel, et Archéoéthique, qui est à l'origine de l'exposition Archéosexisme que vous pourrez voir dans la chapelle dès aujourd'hui et sur tout le week-end. Je vous encourage à y aller d'ailleurs sur l'heure du déjeuner. Isabelle Algrin, qui est également archéologue et qui est, avec Laura, autrice du formidable ouvrage que je vous encourage à lire aussi sur l'introduction à l'archéologie du genre. Véronique Garrigue, professeure d'histoire moderne et qui est membre de l'association Mnémosine qui promeut l'histoire des femmes et du genre. Je vous en prie, allez vous installer. Et cette table ronde sera modérée par deux doctorants, post-doctorants de l'association Alter Ego, Lisa Marchand et Sami Ben Makad. L'association Alter Ego qui est basée à Rennes et qui promeut des actions en lien avec l'archéologie et qui travaille aussi sur ces thématiques liées au genre et à la condition des femmes dans l'archéologie. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence et merci Oman pour l'invitation et l'organisation de cette journée. Donc voilà, Akima a commencé à nous présenter un petit peu, mais on va présenter un petit peu plus en détail nos activités, les activités de chacun et chacune pour que vous voyez un petit peu ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui. Nous, Lisa et moi, on est présents ici en raison de nos activités associatives, donc en particulier un projet qu'on a présenté il y a 2 ans de ça. L'association Alter Ego Rennes, c'est une association qui est composée essentiellement d'étudiants et de professionnels, étudiants et étudiantes professionnels en archéologie. Et on travaille depuis 20 ans dans le Grand Ouest au soutien aux activités des archéologues et on fait énormément de médiation scientifique aussi sur divers sujets. Et donc Lisa va vous présenter le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Merci Samy. Donc, en effet, le dernier projet d'envergure, on va dire, qui a été porté par l'association Alter Ego Rennes et qui nous vaut, je le crois, notre invitation en tant que modérateur aujourd'hui, s'intitulait « Rencontrer le sexisme en archéologie ». Il s'est déroulé en octobre 2022 à l'université de Rennes 2. Et c'est un travail qui souhaitait sensibiliser justement au travail colossal qu'il reste à mener vis-à-vis des violences sexistes et sexuelles sur les chantiers, mais également en matière de réglementation, de structure d'encadrement et des procédures disciplinaires qui y sont liées. Pour cela, on a eu la chance de pouvoir accueillir l'exposition itinérante Archéosexisme, qui est donc présentée ce week-end également au MAN. Et l'association a également monté une exposition s'intitulant « Portraits de femmes archéologues et militantes » qui visait à rendre hommage à une quinzaine de femmes chercheuses qui se sont battues pour des idéaux d'égalité, mais également de solidarité. Ces 2 expositions, elles ont été marquées également par la présence d'événements ponctuels annexes, à savoir un cycle de conférences, des tables rondes et des visites, et la projection d'un film documentaire autour du sexisme en contexte universitaire particulièrement, mais également en contexte académique et archéologique. Des sujets plus généraux comme la place des femmes dans les sciences sociales, dans l'historiographie et dans le monde de la recherche ont également été traités, invitant bien évidemment, et comme la journée d'aujourd'hui, à une réflexion éthique, inclusive et collective visant à encourager l'égalité et la mixité, notamment dans le monde de la recherche. Donc voilà, ce projet, un petit peu à présenter rapidement, il fait écho à plein d'autres initiatives associatives ou autres, et en particulier cette journée du MAN sur les femmes archéologues. Et donc dans cette table ronde, on va essayer de dresser un petit portrait sur un petit panorama des freins à l'embauche ou à l'épanouissement professionnel des femmes dans la discipline archéologique. Ça sera aussi l'occasion de présenter le livre nouvellement paru d'Isabelle Algrin et de Laura Marie, Introduction à l'archéologie du genre. Et puis on abordera plein de questions qui aborderont aussi qui feront une introduction aux discussions de cet après-midi. Donc on va poursuivre avec un petit tour de table. On accueille aujourd'hui Laura Marie, Isabelle Algrin, Véronique Garrigue. Laura et Isabelle, vous êtes archéologues. Laura, nous on se connaît par vos activités publiques, en particulier avec le projet Peytatruel, et puis avant ça la création du blog Tumblr du même nom.
qui a proposé en fait et qui a lancé, qui a médiatisé le MeToo de l'archéologie. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Et puis aussi, donc, votre première grosse action publique, c'est l'exposition Archéosexisme, que vous avez proposé avec deux de vos collègues, Béline Pasquini et Ségolène Van de Velde. Et puis, donc Isabelle, vous êtes archéologue aussi, vous travaillez en archéologie du genre, et vous avez rejoint Laura, avec qui vous multipliez les interventions pour sensibiliser sur ces questions de sexisme. Et donc, si vous voulez vous présenter un peu plus en détail, vous présenter vos initiatives. Voilà, on a fait une petite diapo rapidement avec 2-3 visuels. Je trouvais le CV était déjà très bien présenté, oui, via Peytatruel. Donc, c'est un projet qui a été créé en 2017, et c'est vrai qu'à la base, c'était une plateforme, donc un Tumblr qui recueillait des témoignages de sexisme en archéologie. Donc, parce qu'à l'époque, je faisais partie d'un collectif militant, mais qui traitait plutôt, comme on en a parlé ce matin, plutôt des questions de sexisme dans les sciences de manière générale. Et puis, comme j'étais archéologue, que je voyais que le sujet n'était pas spécialement abordé en francophonie, je me suis dit, tiens, est-ce que je n'écrirai pas un article là-dessus pour faire brosser un état des lieux, un petit peu de la situation, comment vivaient les femmes archéologues, principalement sur les chantiers de fouilles à l'époque. Et j'avais lancé un appel à témoignages, et comme il avait été repartagé à l'époque par TV5 Monde, voilà, j'ai reçu dans ma boîte mail des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages, et je me suis dit qu'il fallait peut-être en faire quelque chose, d'où un article, un compte-rendu qui était sorti à l'époque pour un petit peu... voilà, voir dans ces témoignages qu'est-ce qui ressortait le plus, voir les grosses thématiques, les grosses problématiques qui étaient abordées, que vivaient les femmes archéologues sur les chantiers, et puis le Tumblr qui a été créé et qui est toujours en ligne actuellement, et qui reçoit encore ponctuellement, même si c'est plus l'action principale du collectif, qui reçoit encore ponctuellement des témoignages de sexisme vécus par les femmes, mais pas seulement sur les chantiers de fouilles. Et puis après, grâce à ça, il y a eu l'exposition, et puis plein d'autres initiatives que je ne pense pas aborder maintenant pour ne pas faire le CV en entier, mais qui sont évoquées à un moment ou à un autre en fonction de la discussion. Et je vais passer la parole à Isabelle pour ne pas monopoliser le micro. Juste peut-être ajouter que Laura et moi, on s'est rencontrés à l'occasion d'une journée d'études que j'avais organisée à l'Université libre de Bruxelles en collaboration avec l'Université des femmes, qui est une association féministe belge. Une journée qui traitait de l'étude des vestiges matériels selon le prisme du genre, et dont les actes ont été publiés en 2020. Et c'est à cette occasion-là qu'on a eu l'occasion de se rencontrer, qu'on a ensuite mis en place toute une série d'autres projets, journées d'études, etc. Et donc, on continue maintenant à travailler sur ces questions, à la fois sur les aspects d'études des vestiges matériels et comment intégrer le genre dans la discipline, ainsi que sur les questions de discrimination au sein de la profession. Pour discuter avec nous, on a également la chance et le plaisir d'avoir Véronique Garrigue. Donc, vous êtes historienne moderniste et vous travaillez entre autres sur l'histoire de la famille, des femmes et du genre. Vous êtes également membre de l'association Mnemosyne, qui a pour objectif le développement de l'histoire des femmes et du genre. Je vous laisse nous en dire un petit peu plus sur ces sujets. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis l'intrus ou le vilain petit canard, enfin, vous prenez là qui vous voulez. Donc oui, je suis historienne et pas archéologue, moderniste, alors un peu plus dans mes murs presque que vous, puisque Château a une histoire qui commence à cette période. Alors j'enseigne, et vous allez voir, en fait, c'est pour ça que je suis là. J'essaye d'enseigner avec de l'archéologie, du genre, et c'est un sacré défi, surtout actuellement. Donc, le cadre dans lequel je m'inscris est oui, celui de cette association Mnemosyne, avec, vous le voyez, plein de ressources. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes ces ressources. Vous aviez, on tapait association Mnemosyne dans un moteur de recherche. Vous allez trouver sur les réseaux sociaux, nous sommes là. Il y a des ouvrages, il y a des prix également. Alors, il n'y a pas beaucoup d'archéologie dans nos prix. Donc, il y a des personnes qui ont des doctorants, des masterantes, là, pour le coup, ou des masterants, parce qu'on prime aussi les hommes quand leurs travaux sont de qualité, ça leur arrive. Et donc, nous les publions également. C'est un jury qui demande du temps aux personnes qui s'en occupent, et c'est vraiment un travail de qualité. Et donc, si un jour il y a de l'archéologie, et qui ne sera pas simplement de la préhistoire, vous verrez aussi pourquoi je vous dis ça, ce sera bien volontiers. Et les archéologues
femmes, hommes, sont aussi les bienvenus dans l'association. Donc, il y a maintenant des podcasts, des réseaux sociaux, des publications en ligne. On a parlé de Sciences ouvertes, la revue Genre et Histoire accueille aussi comme ça tous les articles. On peut se retrouver, Anne-Laure en a parlé, aussi à Blois. Il n'y a pas toujours des tribunes à faire tous les ans, même si on a parfois du mal à trouver des femmes ou des sujets sur les femmes. Il y a aussi des ateliers pédagogiques qui essayent d'en discuter, que ce soit sur les femmes et surtout sur le genre, qui n'est pas un gros mot, malgré quelques paniques de la part d'autres personnes. Voilà. Donc, merci à toutes pour ces petites présentations. Donc, on va commencer réellement la table ronde, la discussion. Donc, on propose d'articuler les discussions autour de 4 thèmes. D'abord, une petite présentation de ce que c'est que les gender studies, l'archéologie du genre, l'histoire du genre. On parlera ensuite de donc, ce que Anne-Laure Erfa a commencé à introduire aussi, ce que c'est que la place d'une femme archéologue professionnellement de nos jours. Et puis, on fera un tour du côté des discriminations sexistes et on finira par les solutions qui peuvent être proposées, les différentes initiatives qui existent pour essayer de lutter contre ces discriminations et sur la place professionnelle des femmes dans le métier. Je crois que pour notre première partie, on ne va pas s'étendre bien longuement sur l'archéologie du genre. Je pense qu'on est face à un public d'initiés aujourd'hui, mais rapidement, pour un petit peu redéfinir les termes du sujet, les gender studies qui ont connu vraiment un développement à partir des années 70, bien évidemment en parallèle des mouvements féministes, se sont, on va dire, spécialisés dans notre sujet d'intérêt aujourd'hui, à savoir l'archéologie. Est-ce que parmi vous pourriez un petit peu nous développer ces problématiques sans forcément s'étendre, mais sur la façon dont, peut-être Véronique, si vous avez des choses à nous conter sur cette archéologie, ces gender studies, notamment en histoire et en archéologie? Alors, pour l'histoire, je vais quand même parler, étant une femme, de ce que je connais. En histoire, en sachant que par période, il y a des sujets qui ont pu être plus développés les uns que les autres. C'est un petit peu comme pour tout le monde. À partir des années 70 et puis surtout 80, les premiers sujets qui ont pu émerger, donc Michel Perrault et notre queen, enfin chacun la sienne, il y a égyptologue Christine derrière. Mais bon, voilà. Et à partir de ce mouvement qui est amorcé, des réflexions qui ont pu partir dans un petit peu toutes les directions que connaissent les champs historiques, donc aussi bien sur les migrations qu'en religion, que sur le pouvoir, et s'interroger. Alors, tout d'abord sur les grandes figures, ce qui devient après aussi une plaie, parce que les grandes figures faisant l'exception, on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres femmes derrière. Quand il n'y a plus d'autres femmes, en généralement, c'est la fin de l'espèce. Donc l'histoire s'arrête. Donc il semblerait que l'histoire continuant, les femmes soient toujours là. Et dans la recherche historique, c'est un petit peu ça. Il y a des champs auxquels on a pu penser tout de suite. Donc le travail, parce que oui, les femmes travaillent. Enfin, elles ont un travail salarié et éventuellement très gratuit la plupart du temps. Ça peut être dans donc, le cadre de l'économie, du politique, et puis des champs aussi auxquels on pense beaucoup moins. Et c'est aussi, moi, un des axes sur lesquels je travaille, donc la guerre. Donc nous sommes deux dans la salle à ne pas travailler sur ce sujet, à ne parler de ce sujet aujourd'hui. Donc voilà, là où traditionnellement on pouvait trouver les femmes, effectivement, c'est là que les travaux, quelles que soient les périodes, ont pu être les premiers à être investis. Et puis, on peut aussi se poser la question maintenant inversement, de là où les femmes étaient présentes majoritairement dans certains domaines, est-ce qu'on y trouve des hommes? Comment est-ce qu'ils entrent dans ces métiers? Est-ce qu'ils sont dévalorisés parce qu'ils travaillent dans un champ où les femmes seraient plus présentes? Ou inversement, comment les femmes ont pu être aussi les pionnières dans certains domaines? On pourrait parler de l'informatique. Et progressivement, ces domaines se sont masculinisés. Donc la réflexion, elle continue. Les sources, alors on n'en trouve pas tous les jours. C'est pas le côté archéologique où en fouillant, en se disant qu'on va trouver autre chose. Voilà, souvent, parfois, les sources, en fait, il faut juste changer son regard, se poser de nouvelles questions, beaucoup déconstruire. Parce que voilà, quand on travaille effectivement sur la guerre, il est très compliqué de déjà penser qu'il pourrait y avoir des femmes, et pas simplement comme victimes. Donc voilà, c'est tous ces champs de recherche, en fait, tous les champs de recherche de l'histoire. À partir du moment où on cherche un petit peu les femmes, en général, elles sont là. Pas forcément très nombreuses, bien cachées.
mais on finit par les trouver. Donc changer de regard, changer les questions, et on changera les réponses. Oui, du coup, juste, vous venez de dire que voilà, les archives sont ce qu'elles sont. En fait, il faut aussi reposer un nouveau regard dessus. En archéologie, on a peut-être aussi un peu ça, la documentation aussi qui est à réévaluer. Alors, juste, quand on va dans les archives, en plus, les catalogues souvent ont été faits par des hommes. Enfin, voilà, c'est juste, donc en fait, quand il y avait des femmes, souvent c'était les 3 petits points à la fin de l'inventaire. Alors, pour ce qui est de l'archéologie, on a un peu le même parcours de création de la discipline dans l'ensemble des gender studies. C'est qu'à la suite de la seconde vague féministe, on voit apparaître toute une série de champs de recherche qui s'intéressent d'abord aux femmes et puis progressivement au genre, avec cette idée qu'on ne s'intéresse pas uniquement aux femmes, mais aux rapports sociaux et à la manière dont vont s'organiser les sociétés, aux rapports de domination et de discrimination qui peuvent parcourir l'ensemble d'une société. Et en essayant de ne pas faire des groupes monolithiques femmes-hommes, et en sachant qu'à l'intérieur de ces groupes, on va avoir des groupes qui sont plus ou moins hégémoniques dans le rapport avec les autres ou avec l'autre sexe. Ça se développe surtout aux États-Unis. Et alors là, à l'inverse de ce qui se passe en histoire, où on voit qu'en France, il y a des chercheuses comme Michel Perrault, Pauline Schmitt-Pontel et d'autres qui s'emparent du sujet assez tôt et qui vont commencer à faire des histoires des femmes. On n'a rien qui se développe en francophonie sur le sujet de l'étude des contextes archéologiques vus sous le prisme du genre. Ça n'apparaît ça commence vraiment à se développer à partir des années 2010 dans le monde francophone. Alors que depuis les années 80, les États-Unis, la Norvège, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre, toute une série de pays vont avoir très tôt un développement assez important de tous ces questionnements et de tous ces sujets. Donc, on est un peu en retard de notre côté sur la francophonie, mais c'est intéressant de voir qu'il y a toute une série de jeunes chercheuses qui publient, qui font des thèses et maintenant des masters sur ces sujets-là. C'est un petit peu la question que je voulais vous poser. Vous parlez d'un décalage, on va dire, temporel, justement, entre la discipline historique et archéologique. La prochaine question, elle portait autour de la réception. Est-ce que vous avez des billes explicatives un petit peu pour expliquer cet écart? C'est peut-être une question de réception des pays francophones qui étaient moins rapidement prêts à recevoir ce genre de problématique, peut-être? Avec Isabelle, on a déjà pas mal réfléchi là-dessus, sur qu'est-ce qui peut expliquer ce retard de plus de 30 ans en réalité avec le monde anglophone ou hispanophone ou même norvégien. Tout simplement, à la base, il y a la barrière de la langue. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, les francophones vont moins avoir tendance, en tout cas pour des sujets qui peuvent être complexes. Parce que le sexe, le genre, c'est un peu compliqué, même encore maintenant, d'arriver à expliquer ça de manière assez claire. Et les ouvrages en fait, qui sont publiés là-dessus en anglais rentrent directement dans le vif du sujet. Donc si on n'a pas déjà un petit peu des bases en études de genre, ça peut être très compliqué à aborder. Et il n'y a pas d'ouvrage jusqu'ici qui existait en français pour permettre une entrée dans la matière, ne serait-ce que pour les étudiants et étudiantes. On n'a pas du tout ça en cours. Moi, je n'ai pas du tout eu de cours en archéologie du genre. Encore maintenant, c'est ponctuel, c'est à l'initiative personnelle de l'un ou l'autre professeur qui se dit que ce serait bien peut-être d'avoir un cours de 2 heures dans le cadre d'une introduction à l'archéologie en première année. Voilà. C'est un sujet, voilà, problématique de la langue. Et pour les États-Unis, il y a aussi le fait que, en fait, la faculté d'archéologie, elle est à proximité de la faculté d'anthropologie, là où s'est développé très très tôt les études sur le genre. Et donc eux, ils sont dans le même couloir et ils participent aux mêmes journées d'études. Il n'y a pas la séparation qu'on a chez nous, où on va plus être dans la faculté de philosophie, arts et lettres, donc à côté de tout ce qui est plutôt histoire de l'art ou littérature, avec lesquels on ne parle pas parce que manque peut-être d'interdisciplinarité. Voilà. Donc il y a toutes ces barrières-là qui font qu'on ne va pas avoir accès en tant qu'étudiant en archéologie et après peut-être même professeur aux études de genre en archéo, tout simplement. Et du coup, ça met un petit temps à se développer.
Oui, parce qu'il y aurait pu y avoir un terreau un peu dans les années 60, 70, 80, avec plein d'auteurs français, par exemple Bourdieu sur la sociologie en particulier, mais, du coup une école française qui a été ensuite, je crois, un peu digérée par les États-Unis et oubliée ensuite en France. Et peut-être ça c'est lié au cloisonnement de disciplines. Les archéologues ne sont pas saisis de la sociologie française ou de l'anthropologie française. Oui, c'est ça qui est assez fou. Aux États-Unis, ils lisent Simone de Beauvoir, et puis les archéologues lisent Simone de Beauvoir, et puis nous, non. Voilà, alors que pourtant, c'est dans notre langue. Voilà. Écoutez, on n'est pas à une incohérence près, mais voilà, on y travaille. On t'a évoqué le terme de cloisonnement et on voulait mentionner ça également aujourd'hui parce qu'on a parlé de ce développement des gender studies, mais il y a quand même un constat, et vous me reprenez si je me trompe, mais je pense que vous serez plus à même que moi pour en parler, justement des gender studies qui finalement restent un petit peu cloisonnés. On est tous très heureux d'être là aujourd'hui, mais est-ce que vous voyez particulièrement ces dernières années, peut-être la façon dont on arrive justement à sortir de sessions uniques consacrées aux gender studies? Est-ce que les gender studies arrivent réellement à intégrer à grande échelle, on va dire, des colloques qui ne seraient pas axés uniquement sur le sujet et que ça devient vraiment un prisme de pensée qui infuse le reste? Ça reste compliqué parce qu'en général, dans les grands messes de l'archéologie, on va avoir des panels spécifiques sur les questions de genre ou sur les femmes. Et souvent, dans les sessions qui sont consacrées à d'autres thématiques, le genre n'apparaît quasiment pas. Parce que ce n'est pas un questionnement qui, pour l'instant, est totalement intégré dans l'archéologie mainstream, si on peut dire. Donc il reste une forme de cloisonnement. Je pense que ça tient probablement d'une part au fait que c'est encore pas enseigné dans pas mal d'universités. Et donc c'est pas un questionnement qui fait partie intégrante de l'étude des contextes et du terrain. Et puis, ça reste vraiment cloisonné aussi par rapport aux études de genre. Donc, en faisant de l'archéologie du genre, on a un peu l'impression d'être un peu mis à l'écart des études de genre parce qu'on ne s'intègre pas tout à fait dans cette espèce d'histoire très cohérente où il y a eu la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. Et puis, les archéologues, ils étudient plus des objets, pas vraiment... et donc, on a l'impression d'être un peu à l'écart par rapport à ces disciplines-là. Et puis, de l'autre côté, pour les archéologues, on fait un peu trop de sociologie et anthropologie, et donc on est un peu à l'écart aussi. Donc, l'intégration... est difficile, même si au final, il y a quand même énormément de gens qui travaillent sur ces questions. Et Véronique, du coup, est-ce qu'en histoire, ça serait plus intégré les études sur la famille, le genre On va gagner du temps? Non. Pas plus. C'est tellement ponctuel que, grosso modo, même, histoire, archéologie, même combat, quoi. On va pouvoir enchaîner sur la deuxième petite partie de cette table ronde, dans la mesure où ça a été souligné encore à l'instant, ce sont des disciplines qui sont énormément... où on a beaucoup de personnes travaillant sur le sujet. Si je ne me trompe pas, on est quand même majoritairement il y a encore majoritairement des femmes qui investissent ce domaine de l'archéologie du genre et des gender studies en général. Bien évidemment, on l'entend dans le sens où il y a quelque chose, et on l'a dit, le mot de militantisme, il est sorti beaucoup, même s'il n'est pas nécessairement au cœur du développement de ces problématiques, mais on va dire qu'on est aussi les premières concernées et que du coup, bien évidemment, ça va influencer les ambitions de recherche. Et ce qui nous amène à la deuxième partie où on va parler concrètement de la figure des femmes archéologues et historiennes aujourd'hui. Donc on sort un petit peu de notre étude du passé et de l'histoire de cette discipline pour se réancrer dans le présent en cette journée particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus vraiment sur cet ancrage au présent? On ne va pas revenir sur les différents chiffres qui ont déjà été présentés en introduction du point de vue de la professionnalisation des femmes dans ces disciplines, mais est-ce que vous pourriez nous dresser un petit tableau de l'état actuel des choses?
Oui. Avec les chiffres qu'on a alors, centrés sur la francophonie et plus particulièrement la France, parce que pour la Belgique, d'où Isabelle et moi venons, on a très très peu de données, on en a même pas. Voilà, donc on va se centrer sur les données françaises. Et donc la situation, elle est similaire à celle d'autres pays. Lorsqu'on a écrit le manuel avec Isabelle, on a regardé un petit peu la situation un petit peu partout pour tous les pays. On a, je crois, 24 pays plus ou moins. On a regardé et puis on a retenu ce qui était intéressant pour notre étude. Mais grosso modo, on est 75-75% de femmes étudiantes sur les bancs d'université en archéologie. Voilà. Et puis au fur et à mesure qu'on monte les échelons, que ce soit dans le milieu académique, donc à partir du qui s'inscrit en thèse, puis qui termine son doctorat, qui finit maîtresse de conférence ou professeur à l'université, on va se raréfier et on va arriver aux alentours de 25-30% de femmes environ. Voilà, dans le milieu académique. Dans le milieu plutôt professionnel, dans le préventif, que ce soit public ou privé, là, les chiffres que nous a montré Anne précédemment nous ont déjà montré que voilà, il y a très peu de femmes dans les postes à responsabilité. Pareil, en tout ce qui est poste de responsable d'opération, donc les personnes qui dirigent les chantiers de fouilles, là aussi on est de l'ordre de 30% de femmes, les environs de 30-35% de femmes. Sur le terrain, on a aussi une répartition genrée du travail. On va retrouver très peu de femmes sur le terrain, proportionnellement au nombre de femmes de manière globale en archéo. Donc, sur le terrain, déjà, très peu de femmes responsables d'opération, mais aussi très peu de femmes parmi les techniciennes d'opération. On est de l'ordre de 40% de femmes sur les chantiers de fouilles à être techniciennes d'opération, pour la France, toujours là. Mais par contre, on va se retrouver davantage dans tout ce qui est laboratoire. Là, on est plutôt de l'ordre de 65% de femmes à travailler dans les labos, toujours plutôt dans l'étude du petit matériel, moins dans tout ce qui va être grosse synthèse sur les sites, en moins dans tout ce qui va être grosse publication, à grand tirage. On va moins se retrouver là. On va beaucoup se retrouver dans les musées aussi, voilà, dans des postes qui vont peut-être être moins valorisés, parce que justement on est beaucoup. Donc comme il y a beaucoup de femmes et que les métiers dans lesquels exercent les femmes sont moins valorisés, on va se retrouver là, voilà, dans les musées. Désolée, je ne dis pas que le métier dans les musées sont moins valorisés. C'est très bien de travailler dans les musées, mais c'est vu comme moins prestigieux parce que justement c'est occupé par des femmes. Et pourtant, c'est des métiers essentiels, comme on l'a dit, à la bonne marche de l'archéologie. Parce que l'archéologie, ce n'est pas que l'archéologie de terrain. Mais encore une fois, il y a cette image-là à déconstruire où le véritable archéologue, c'est quelqu'un qui travaille sur chantier et encore mieux s'il dirige un chantier de fouilles. Là on obtient ces lettres de noblesse. Mais je vais laisser mon micro à quelqu'un d'autre. Je vois Samy. Pardon, je ne monopolise pas la parole. Je vais laisser Isabelle un petit peu parler. Oui, mais on est dans une situation, on va dire, qui est un héritage historique. Puisque ce sont justement dans les musées que les premières femmes archéologues ont notamment fait leur trou, parce que justement il n'y avait pas vraiment de place pour elles sur le terrain. Et donc quand on observe les biographies des femmes archéologues de la fin du 19e et du début du 20e siècle, on voit qu'elles mettent en place toute une série de stratégies pour pouvoir s'intégrer dans la profession, et on hérite un peu de ces stratégies aujourd'hui. Donc, travailler en musée, c'en est une. Avoir des spécialisations qui sont nécessaires sur toute une série de chantiers, c'en est une autre. Donc, les premières archéologues se spécialisent par exemple en dendrochronologie ou dans des aspects bien précis. Travailler aussi sur des sujets qui sont moins intégrés par les hommes, par exemple le textile, la vannerie. Ce sont plus des sujets féminins, donc les femmes vont avoir plus souvent
effectivement tendance à travailler là-dessus. Et donc, au final, ce qu'on voit maintenant, la situation où on a plus de femmes dans les musées, ça vient de cet héritage où on a des hommes directeurs d'institutions fin 19e, début 20e qui disent ben oui, la place des femmes est effectivement dans les musées parce qu'elles sont minutieuses, soigneuses, elles font du bon travail pour le catalogage et le travail de terrain est vu comme un travail viril nécessitant des capacités physiques importantes. Alors on sait très bien que sur les chantiers 19e, début 20e, les archéologues ont 200 ouvriers, notamment au Proche-Orient ou en Égypte, et que c'est pas eux qui fouillent. Donc ce mythe de l'archéologue viril, au final, est bâti sur pas grand-chose, sur des ouvriers anonymes, souvent, dont on n'a pas les noms. Et cette idée que la place des femmes est dans les musées vient de là aussi. Merci beaucoup. Donc en fait, ce qui a été évoqué un petit peu ici, si je ne me trompe pas, c'est les notions de plafond de verre, mais à laquelle on va rajouter la notion de mur de verre, avec vraiment cette idée d'un cloisonnement des femmes à certains champs disciplinaires. On peut avoir en tête que le mur de verre, on est un petit peu en train de le dépasser avec cette parité qui est de plus en plus instaurée, mais finalement on se rend compte quand on arrive à des échelons plus importants que ce mur de verre, il est bien solide, et il est un petit peu, c'est ce qu'on disait, double peine pour les femmes parce qu'il est conjoint avec ces murs qui nous restreignent à certaines catégories. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter Oui, et pour ça, nous on l'a vu notamment via les témoignages reçus sur Paytatruel, mais aussi via les autres initiatives qui existent dans le milieu anglophone. En fait, ces murs de verre, ils s'établissent très tôt, dès le premier chantier de fouille. Donc les étudiantes en première année qui font leur premier chantier, on veut leur apprendre très vite, tiens, sur le chantier, tu t'occupes pas de la pioche, on va plutôt te demander d'évacuer les terres, de nettoyer la zone avant photographie, on va te laisser à la maison de fouille pour t'occuper de l'intendance, donc préparer les repas, s'occuper de la comptabilité, ce genre de choses. Donc on voit que dès la formation des étudiantes en archéo, on leur dit va plutôt sur cette voie-là, c'est là qu'on t'attend, et pas trop dans tout ce qui va être la pioche. On est d'accord, n'importe qui peut le faire en plaçant bien la pioche, en utilisant la gravité. C'est pas si compliqué que ça, même en n'étant pas forcément musclé. Et d'ailleurs, des hommes qui ne seraient pas musclés sur les chantiers, on leur donne quand même la pioche. Donc ça n'a aucune cohérence, encore une fois. Mais on se rend compte que du coup, formation inégalitaire qui va induire après d'autres, par exemple les hommes, on va leur confier, parce que comme ils auront fait leurs preuves physiquement sur le chantier à l'aide de la pioche, on va leur confier peut-être la responsabilité vite d'un secteur de fouille, parce qu'une étudiante qui aura commencé ses études en même temps qu'un étudiant ne va peut-être pas accéder dès son deuxième, troisième, quatrième chantier, on va dire en master. On va commencer à donner, si c'est plusieurs fois qu'on revient sur le même chantier, généralement on responsabilise les étudiants, mais on va se rendre compte à ce moment-là, tiens non, l'étudiante, on ne va pas du tout lui donner la responsabilité d'un secteur. Et c'est comme ça que ça se met en place, insidieusement, où les femmes comprennent, ok, ma place n'est peut-être pas sur le chantier. Là-dessus, j'ai une petite, je ne sais pas si c'est plus du degré de l'anecdote, mais c'est quelque chose que j'ai pu un peu remarquer. Tu commençais à évoquer les chiffres d'étudiantes, donc 75% d'étudiantes, 25% d'étudiants. Mais j'ai l'impression que sur les recrutements dans les chantiers écoles, sur les stages, j'ai entendu beaucoup de responsables d'opération demander une parité, essayer de vouloir équilibrer le nombre d'hommes et femmes sur le chantier parmi les stagiaires. Et donc là, on a un premier tri qui se fait, où si on a 75% de femmes sur les bancs de l'université, mais qu'on n'en a plus que 50 déjà sur les stages l'été, on a comme ça une distorsion dans la formation pratique de terrain. Je ne sais pas si c'est très généralisé, mais en tout cas, c'est des témoignages que j'entends régulièrement. Oui, voilà, il y a déjà un écrémage qui est fait là. Alors moi, je n'ai pas vu de chantier de fouille où ça s'est demandé. Peut-être que ça se fait de manière informelle par les responsables d'opérations et de secteurs qui se disent ok, on va plutôt... là, on a reçu beaucoup de CV pour ce chantier, on va diviser en 50-50. Mais c'est vrai que vu la proportion d'étudiantes à la base, il est normal qu'il y ait plus d'étudiantes, normalement, sur les chantiers de fouilles. Mais encore une fois, on se rend compte qu'elles disparaissent au fur et à mesure, vu que voilà, dès qu'on arrive dans le préventif et dans le programmé, où sont-elles ? Elles ne sont plus là, quoi.
Super. C'est très intéressant de voir qu'il y a des biais dès la formation finalement qui ont un impact sur la professionnalisation des femmes en archéologie. Samy, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, du coup, sur la suite aussi, donc après l'étape de la formation, vous commenciez aussi à évoquer l'étape professionnelle de métier de chercheur, donc c'est les publications. Et il y a une notion dont on a entendu parler, qu'on nous avait présentée pendant notre cycle Rencontrer le sexisme en archéologie, c'est l'effet Mathilda, qui est une notion sur des problèmes dans les citations des chercheuses. Oui, alors je ne sais pas s'il y a des éditeurs, des éditrices ou personnes qui s'occupent de l'édition, c'est-à-dire souvent les chercheurs et les chercheuses, actuellement, vu l'état de l'édition, les normes bibliographiques, cette plaie. Oui, ça sent le vécu. Oui, alors il faut toujours mettre le lieu d'édition. Bon, alors maintenant, quand c'est pas Paris, enfin bon, bref, à la limite, l'importance du lieu, je pense, actuellement, est de moins en moins importante. En revanche, si on pouvait mettre le prénom de toutes les personnes qui écrivent, pas simplement N, point ou tout ce que vous voulez, pour savoir enfin qui a écrit cet article, un homme, une femme, ou simplement rendre son identité à la personne qui écrit, ce serait une bonne chose. Et ça, c'est pas spécifique, enfin voilà, c'est pas là pour tous les travaux scientifiques. Après, on va en venir à ce petit problème qui est la langue française, avec ce masculin dit neutre. Alors, si les masculins étaient neutres, il y aurait peut-être moins de problèmes de violence sexuelle. Pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc, mais ça, c'est un problème avec l'Académie française. Alors ça, merci Richelieu, un grand homme en robe. Oui, je vous rappelle qu'il était cardinal. Mais c'est un vrai, voilà, sous un trait d'humour, c'est quand même un vrai problème parce que je ne sais pas si on aura le temps de montrer ne serait-ce qu'un extrait pour un manuel scolaire. Vous allez voir ce que la langue française fait à l'histoire et à l'archéologie. Je vais vous laisser. Je ne sais pas s'il est. Alors, oui, on peut prendre. Oui, voilà, celui-là, il est bien. Ça, je l'aime bien, celui-là. Alors, oui, j'ai recherché la commande était de trouver des femmes archéologues dans les manuels scolaires. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'y êtes pas, mesdames. Mais alors, et quand vous y êtes, alors on est plutôt du côté justement de la préhistoire. Enfin, voilà, il n'y a pas d'archéologue, je vous le dis tout de suite, arrêtez de chercher. Éventuellement, il y a Champollion ensuite, mais sinon, vous n'existez pas dans les manuels scolaires, homme ou femme. Enfin, ça ne vous rassurera pas, mais c'est comme ça. Donc après, il y a des hommes qui ont des titres, voilà, c'est la grande histoire, mais la grande histoire, c'est les premiers hommes européens, où on se croirait au Panthéon. Et puis après, il y a les textes. Puis après, alors, il y a le choix du texte, il y a le choix de l'extrait du texte, et après, il y a le choix du titre. Alors, on peut taper sur Attier, on peut taper sur tout le monde. Enfin, vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités. Et voilà, le problème de la langue, il est aussi là. Je fais partie de ces générations qui ressemblent un petit peu à celle de Anne, où quand même, comme le peu où j'ai entendu de l'histoire de la préhistoire, il était toujours question des hommes de la préhistoire. Voilà. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait des femmes aussi. Sans doute parce qu'il y avait du feu et la cuisine pas loin. Mais voilà. Voilà, un des problèmes. On reviendra sur cette histoire de transmission finalement de préjugés sexistes. On va continuer notre conversation justement sur ces questions de sexisme parce que c'est vrai qu'on parlait de professionnalisation des femmes. On écoutait avec Samy l'autre jour un extrait de la Terre au carré, émission de France Inter sur laquelle étaient interviewées deux figures un petit peu éminentes de l'archéologie en France. Et lorsque les journalistes interrogeaient justement sur le sexisme en archéologie, la réponse de ces chercheurs était la suivante. Ils disaient non, on a atteint la parité en archéologie. Alors le journaliste réintervient en lui disant non, je ne vous parle pas de parité en archéologie, je vous parle de sexisme en archéologie. Et ce qui est assez intéressant du coup dans ce rapide petit extrait que je vous invite mine de rien à écouter, c'est vraiment que si cette question de professionnalisation et de plafond de verre a été investie un petit peu par les institutions, le sexisme en tant que tel, il reste un gros tabou dont on peine encore un petit peu aujourd'hui à discuter. Et on a la chance de vous avoir ici aujourd'hui. On a déjà évoqué l'exposition qui est présentée ici
ce week-end sur ces questions-là. Est-ce que vous voudriez nous en dire un petit peu plus sur les différentes enquêtes que vous avez pu mener? Et voilà, on va pouvoir afficher à l'écran un petit peu ce que vous pouvez voir dans cette exposition-là. Peut-être Laura, oui. En fait, sur les questions de sexisme, il y a eu pas mal d'études, d'enquêtes surtout, des enquêtes où on demandait questions ouvertes et questions fermées à des archéologues, quel que soit leur niveau, étudiants jusqu'à des professionnels, en tout cas qui avaient un métier dans l'archéologie. Et vous avez ici les résultats qu'on a compilés dans notre livre de toute une série d'enquêtes qui montrent à peu près les mêmes pourcentages en ce qui concerne les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel. Alors, la dernière enquête que vous avez, Koltofean Arinsanzu, c'est une enquête à laquelle Laura et moi et d'autres chercheuses nous avons également participé et dont le but était de manière beaucoup plus large, de récolter des informations sur l'ensemble des types de discrimination auxquels les étudiants et étudiantes et autres professionnels de l'archéologie pouvaient être confrontés, quel que soit l'endroit, on va dire aussi, puisque il y avait les possibilités de préciser si les faits se passaient sur chantier, à l'université, etc. Le résultat de cette enquête, donc sur un ensemble de discriminations, pas uniquement sur les violences sexistes et sexuelles, mais sur d'autres types de discrimination, par exemple tout ce qui est discrimination liée à l'orientation sexuelle, à l'âge, à la race, à la classe, à la religion. Donc on a vraiment investigué tout ça et il se trouve que sur les 1200 répondants qu'on a eu, on a 82% qui nous disent avoir subi une forme ou plusieurs de discrimination dans leur expérience de l'archéologie. Et la majorité de ces discriminations étant vécues soit sur les chantiers, soit sur les bancs de l'université. Et donc là, ici, vous avez uniquement les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel qui constituent une catégorie, mais c'est pour montrer que donc cette question du sexisme en archéologie est loin d'être terminée, qu'on ne peut pas simplement l'évacuer et la balayer sous le tapis. Il y a encore du travail à faire. Alors, juste d'un point de vue professionnel, pour le professorat, dans les corps les collègues qui ont entre le collège et le lycée, je ne parle pas du primaire où c'est un petit peu différent, l'histoire-géographie est pour les deux concours, est à peu près mixte dans son recrutement. Alors, je n'ai pas les chiffres au début, je ne sais pas s'il y a plus d'étudiantes ou d'étudiants en première année en histoire et en géographie. En revanche, s'il y a une distinction dans les équipes, il y a plus de femmes dans les collèges, en histoire-géographie, et moins dans les lycées. S'il y a une discrimination, nous, c'est entre historiens et géographes. On accepte quand même des géographes dans la profession. Mais c'est une erreur, je sais, mais bon. Non, mais voilà, c'est presque une anomalie dans le recrutement où on va retrouver des filières très genrées. Enfin, on a beaucoup de collègues masculins dans toutes les sections informatiques, numériques et autres HIC qui existent. En mathématiques, ça s'est beaucoup féminisé. Et même en lycée. Et de façon générale, de toute façon, et c'est tout le problème d'ailleurs, quand on parle d'évolution de carrière, le rectorat, le ministère a encore un peu de mal dans la différence entre la parité et l'égalité. C'est-à-dire que faire des promotions à 50-50 alors que la profession est majoritairement féminisée, non, ça ne fonctionne pas en fait. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail de définition, c'est un problème de langue française aussi. Je vais revenir sur justement ces deux archéologues là, que tu disais à la radio qui parlaient de l'égalité était atteinte. Déjà, on a vu par les chiffres que ce n'était pas le cas. Donc, encore une fois, on peut citer des sources pour ça. Et ensuite, par rapport aux formes que peuvent prendre le sexisme en archéologie, donc là, on a parlé de la division sexuée du travail. Voilà, ça, c'est une des formes que peut prendre le sexisme en archéo.
Il y a le harcèlement sexuel. Tu peux mettre, si tu veux, la diapo avec les panneaux de l'exposition, où on en a un exemple dans 2 exemples, avec 2 des panneaux, celui du milieu et celui qui est sur la droite. Voilà, ça c'est 2 gros exemples, des exemples très, très flagrants de mains aux fesses ou dans le décolleté, mais il y a aussi les commentaires plus insidieux, la déconsidération du travail fourni, les remarques sur le physique, l'hypersexualisation des femmes sur les chantiers de fouilles, les règlements de travail qui peuvent être aussi inégalitaires. Par exemple, il y a eu pas mal de témoignages sur Peytatruel où des femmes avaient vécu des agressions sexuelles sur chantier, donc une main aux fesses ou sur le décolleté, et où on leur demandait à elles plutôt de se rhabiller, de mettre un autre type de vêtements, de se couvrir davantage, et pas du tout d'aller réprimander le collègue, le fouilleur qui avait agressé sexuellement sa collègue de travail. Donc voilà, il y a eu beaucoup de témoignages sur Peytatruel qui allaient dans ce sens. Et j'essaye d'amener là où vous vouliez amener la suite de la discussion, mais il y a aussi tout ce qui est la problématique même. Parce qu'il faut se rendre compte, donc, ok, il y a les remarques, ok, on répartit différemment le travail sur les chantiers, et puis il y a la problématique des infrastructures sur le terrain qui ne respectent parfois simplement pas le droit du travail. Là, je parle des toilettes sur les chantiers, et là, ça touche aussi bien le milieu de l'archéologie programmée que le milieu de l'archéologie préventive. Ça peut être très trivial comme ça, mais ne pas avoir de toilettes quand on est une personne menstruée, c'est-à-dire de devoir se changer derrière un tas de terre d'un point de vue hygiène, on n'est nulle part, de ne pas avoir de poubelle pour mettre ses protections hygiéniques usagées, et de ne pas avoir de l'eau pour se laver les mains. Voilà, tout ça, ça fait partie des règlements. Le code du travail est très clair à ce niveau-là, mais il se trouve que déjà sur les chantiers de fouilles en programmé, ce code du travail n'est pas spécialement pratiqué. Donc même au niveau même des horaires de travail et d'autres problématiques sur lesquelles on ne viendra pas cette journée. Mais voilà, donc le code du travail pas respecté sur les chantiers de fouilles en programmé, ce qui permet après, dans le préventif, de décider de faire des économies. Parce que finalement, les toilettes, ça coûte un peu cher à mettre en place sur un chantier qui serait isolé en pleine campagne. Donc peut-être qu'on va réaliser 2-3 économies là-dessus, voilà, dans le préventif, ça. Hein. Donc, alors, qui devrait notamment suivre le code du travail. Donc voilà, c'est toutes des problématiques qui... Comme on voit, il n'y a pas de toilette. On répartit différemment le travail. En plus, je me fais agresser par mon collègue et je me tape des remarques. Et mon travail est réapproprié par des collègues. C'est normal que petit à petit aussi, on se retrouve à 75% de femmes sur les bancs de l'université. Et puis petit à petit, bien moins de femmes, en tout cas sur les chantiers. Et puis peut-être dans les autres domaines aussi, dans le musée, à l'université. On comprend que là, il y a des toilettes à l'UNIF, on espère. Dans les musées aussi. Mais sur les chantiers de fouilles, bon, voilà. Pour rester dans le domaine de la formation, aussi toujours sur les chantiers écoles, du coup, que je ferai une différence avec le terrain en archéo professionnel préventive, par exemple, c'est que sur les chantiers écoles, les stages d'été, il y a le côté frontière floue entre le temps de travail de la journée, puis les temps collectifs dans le gîte, où il y a toute l'équipe qui est toujours là, présente, et avec... donc toujours des temps très festifs de soirée avec souvent beaucoup d'alcool dans le monde de l'archéologie. Et je pense que ça aussi, ça donne un contexte particulier de vie pendant 1 mois, 2 mois l'été qui favorise, qui est compliqué à gérer. Oui, surtout sur les chantiers qui sont assez éloignés du domicile de l'ensemble de l'équipe, ou les chantiers qui sont à l'étranger, où on va avoir une maison de fouille. Les frontières se brouillent entre le professionnel et le privé, entre les étudiants et les personnes qui les encadrent. Et donc, c'est on va dire une situation qui est un peu spécifique au métier de terrain dont l'archéologie fait partie et qui peut favoriser des situations d'agression. Du coup, juste pour finir sur cette idée, est-ce qu'avec l'enquête dont Isabelle, tu as commencé à parler à l'échelle européenne, est-ce que vous avez vu des différences dans les victimes entre les jeunes archéologues étudiantes et après dans les personnes plus âgées, donc plutôt professionnelles? Oui, on a un pic entre 20 et 30 ans.
beaucoup impliquent au niveau du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles. Les victimes sont en général jeunes et les agresseurs harceleurs sont en général des personnes en position de pouvoir bien établies. Professeurs, encadrants, responsables de secteur, voilà. Il y a clairement le double prisme, la hiérarchie mise en place sur le chantier et puis la domination homme-femme qui intervient. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner après ces constats qu'il est bien évidemment important de faire, mais sur lesquels on ne va pas finir. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on va plus essayer dans la dernière partie de cette conversation, de parler des solutions. On l'a dit, on est dans une optique de sensibilisation ici, mais je voudrais revenir peut-être avec Véronique sur cette question de transmission finalement du sexisme dans nos disciplines et vous poser un petit peu la question quid des manuels de demain peut-être Alors, il faudrait vraiment qu'il soit demain. Et après, il faudra savoir qui les fait. Parce que tu en auras un autre débat qui est très politique en ce moment. Si tu peux mettre... voilà, on va juste s'arrêter là. Je vous ai mis tout en haut, j'espère que tout le monde peut le voir. On a un cadre quand on travaille, il y a le bulletin officiel, il y a les programmes officiels, avec des dénominations qui, parfois, laissent une ouverture sur l'histoire des femmes et des hommes. Pour éviter polémique, on avait appelé ça l'histoire mixte. Et finalement, ce chapitre qui a été en 6e, qui était la réapparition, il faut bien le dire, de la préhistoire dans les programmes. Et ça joue aussi beaucoup sur la présence de l'archéologie ensuite comme sensibilisation auprès des collègues qui n'ont pas toujours dans leur cursus. Et ça a été malheureusement mon cas. Mais mea culpa, je suis là avec vous. Et donc, début de l'humanité. On pourrait se dire jusque-là, tout va bien. Moi, avec ces termes-là, je peux m'y retrouver. Je peux retrouver, grosso modo, la moitié de ma classe, voire donc toute la classe. Et puis, comme mauvais réflexe, vous allez vite le voir, je n'y connaissais, je dois bien avouer, pas grand-chose, ou alors de très vagues souvenirs. Et donc, effectivement, cette espèce d'aventurier, etc., qui a pu servir de figure, de cow-boy archéologique, je me suis plongée dans les manuels. Et donc là, premier réflexe, table des matières. Et donc la table des matières, les manuels, c'est une interprétation des programmes. Ils doivent suivre grosso modo. Après, ils font à peu près ce qu'ils veulent. Et vous allez voir, ils font souvent ce qu'ils veulent. Et alors, pour aller très vite, vous avez les petits bonshommes bleus, c'est moi qui les ai rajoutés à côté pour attirer votre regard. Et les dénominations qui apparaissent. Donc l'agriculture, elle transforme la vie des hommes. Vous avez bien compris que pour les femmes, c'est mal parti. Donc ça, c'est Hachette. L'homme de Néandertal, bah oui. A-t-il disparu, sa femme, on ne sait pas, etc. On peut continuer. Vous avez Belin. Alors, il y a des hommes à Tautavel. Est-ce qu'il y a des femmes? On ne sait pas non plus. Il y a eu des premières migrations avec les premiers hommes. Les autres sont peut-être portés disparus. Attier. Vous avez vu Attier, trompeur. Parce que finalement, dans la table des matières, on reste sur quelque chose de relativement premiers humains. Pourquoi pas. Et on enquête à Tautavel. Il n'y a pas d'hommes, il y aura peut-être des femmes, mais on ne sait pas. Et puis le livre scolaire, alors qu'elle a la particularité d'être un livre, c'est les collègues, de façon majoritaire, il est collaboratif. Cet ouvrage, là, vous avez alors aussi bien des hommes, des femmes, d'ailleurs, qui écrivent. Et là, quand vous avez cet ouvrage, donc là, c'est des centaines d'auteurs et d'autrices parmi les collègues. Et la table des matières qui a été choisie, donc les premiers hommes, l'art des premiers hommes, parce que Lascaux, c'est forcément un homme. Je vous le rappelle si vous ne le saviez pas, et c'est les hommes qui laissent des traces. On ne sait pas où. Et voilà. Et là, vous êtes avec Emmanuel. On pourrait se dire, c'est mal parti pour parler des femmes. Alors ça, c'est effectivement, et juste terminer là-dessus, pour pas m'oublier, si je peux mettre la suivante. Donc celle-là, on en a parlé. Ah, si, juste, attends, revenir. Oui, quand les femmes, quand on en parle, si tu peux juste... Voilà. Quand on en parle, voilà. Il y a des colliers, il y a des parures, elles se font belles, même avec un squelette. Mais là, on était au cœur de la préhistoire. Bon, voilà, c'était quand on... Voilà, tu as un petit laïus sur les Vénus. J'ai pas le temps. C'est aussi pas mal comme exemple dans les manuels scolaires. En plus, voilà, il y a quand même pas mal de débats autour. Et pour les 6e, c'est compliqué. Oui, alors voilà. Et on en arrive là. Alors, le livre scolaire, c'est dit, on a tout raté sur la version papier, on va tout mettre sur la mise en ligne.
Donc, après Indiana Jones, vous aviez donc Lady Sapiens. Bon, je vous laisse avec. Et là, ils se sont dit, voilà, on va faire un dossier express sur les femmes, et tout le dossier est fondé sur le documentaire Lady Sapiens. Donc, je vous laisse avec vos appréciations diverses et variées sur le documentaire. Bon, voilà. Mais alors, ils ont fait une très bonne com. Prenez la même parce que ça marche. Hein. Mais bon, voilà, on peut presque voir. Et après se pose pour nous la question de comment est-ce qu'on travaille ? Quelle image, quel document je vais présenter aux élèves pour qu'ils aient une représentation à peu près correcte, si tant est que ça soit possible, de la préhistoire. Donc, j'ai le choix. C'est toujours dans le même manuel. La question, c'est est-ce que j'ai tourné la bonne page, finalement ? Donc, est-ce que je leur mets cette représentation figurée et qui est déjà une très belle interprétation de ce que pourrait être la place des hommes et des femmes à la préhistoire. Alors, je ne suis pas sûre que l'agrandissement soit très favorable, mais bon, vous avez la femme, elle est près du feu. Alors, il y a quand même un homme, mais c'est des silex, hein, ils ont été chassés, et la femme, elle est vraiment près du foyer. Ou est-ce que je fais en sorte que les sixièmes deviennent archéologues, et qu'est-ce que vous avez entre les mains quand vous fouillez ? C'est du mobilier archéologique. Donc, est-ce que je leur montre finalement ce qu'on va trouver à l'état brut et tous les questionnements que vous avez ensuite autour, parce que en fait le but là, c'est de les faire réfléchir. Le silex a-t-il un sexe ? Bon, je dis pas ça en cours parce que sinon je vais avoir tous les parents sur le dos. Mais en fait la question, elle est là. C'est qui utilisait ce silex ? Parce que moi, si je reprends à rebours tous les questionnements et avec le positionnement qui est fait, c'est pas les hommes qui ont inventé le feu. Puisque Bobonne est à côté du feu, c'est les femmes qui ont inventé le feu. Enfin, je vous le dis tout de suite. Hein. En revanche, la machine à laver et la poussette, ça fonctionne très mal. Ça doit être un homme. Mais voilà. Donc, c'est tout le culturel qu'il y a derrière. Et donc, la question autour des objets. Alors là, je prends la préhistoire, mais on peut avoir la question aussi, parce qu'il y a de l'archéologie en histoire médiévale. Elle n'est jamais dans les manuels. Hein. Soyons clairs, ou de façon très ponctuelle, parce qu'on fait ce choix de documentation. Mais sinon, ça n'apparaît que très peu. Et donc, voilà, la question autour du questionnement. Qu'est-ce que je vais choisir ? Et majoritairement, dans les manuels scolaires, ce n'est pas pensé. C'est un impensé total. Les femmes sont de toute façon invisibilisées, ou quand elles sont visibilisées, on est quand même avec des tâches qui sont déjà très sexuées et orientées. Donc voilà, la question de la présentation. Donc je vous encourage, si on vous demande de participer à un manuel scolaire, mais foncez. Allez-y, mettez des femmes, mettez les objets, mettez les bonnes questions, parce que c'est ça aussi, pour des collègues qui n'y connaissent rien, parce que c'est aussi le cas, on ne peut pas maîtriser non plus tous les champs de l'histoire, c'est nous donner les documents qui vont permettre aux élèves de réfléchir. Et donc forcément d'avoir les questions qui vont avec. Donc aidez-nous. Et parmi les autres solutions qu'on essaye de mettre en place, en tout cas, déjà la journée d'études d'aujourd'hui, mais le cycle aussi des 5 ans, ce sera nécessaire. En parallèle, nous, avec Peytat-Ruel, depuis 2017, on a opté pour la sensibilisation. Une sensibilisation qui se fait sur différents fronts, à la fois en ligne, par le biais de podcasts qui peuvent être utilisés dans le cadre de cours, que ce soit au lycée ou à l'université, de vidéos. On a créé une vidéo YouTube là-dessus, de vulgarisation aussi sur les erreurs sexistes de l'archéologie qui peuvent être trouvées très facilement en 2 clics sur YouTube. On a opté aussi, avec tous les témoignages, c'était aussi un moyen de diffuser un autre type de parole sur les différents réseaux sociaux. Donc ça, c'est pour tout ce qui est la sphère en ligne. Pour tout ce qui est hors ligne, on a énormément investi aussi, notamment via l'exposition Archéosexisme dont on a déjà 1001 fois parlé depuis le début, mais aussi on a donné depuis 2017 avec Isabelle, mais aussi avec Béline Pasquini et Ségolène Vandevel qui sont nos collègues dans Peytat-Ruel. On a donné plus de 120 conférences dans des institutions, organismes d'archéologie préventive publique et privée en Belgique, en France, en Suisse et au Québec. On a déjà fait des tables rondes, des visites guidées. On a donné des cours à l'université, encore récemment, là, en décembre, à l'ULB.
un cours qui va maintenant se pérenniser, je pense, chaque décembre. Dans les années à venir, à l'ULB, on ira en Belgique donner un cours d'introduction à l'archéologie du genre. On a déjà aussi donné des cours à Paris, à Paris 1 et à Paris-Nanterre. Voilà, on opte vraiment pour ça, pour la sensibilisation, un matraquage sur le temps long. On donne les bases et via le manuel, donc Introduction à l'archéologie du genre, là, qui vient d'être publié, c'était aussi notre objectif. Je laissais comme ça Isabelle un petit peu en parler, et puis parler aussi du guide des menstruations. Et donc, l'idée avec la publication de l'introduction à l'archéologie du genre, c'était vraiment dans la continuité de toutes les actions qu'on fait depuis ces dernières années, et de proposer une introduction qui n'existe pas vraiment en français, et même en anglais, parce que les ouvrages en anglais sont très, très techniques. Et donc, c'est vraiment l'idée de valoriser toutes les recherches qui ont été déjà menées en France et à l'étranger, de rendre ça le plus accessible possible et de mettre en lumière les travaux qui existent déjà sur toutes ces thématiques. Et à la suite de ça, on a d'autres formats, donc une brochure notamment sur la question des menstruations sur le chantier, et qui permet par exemple à des entreprises comme EVA, je pense, de mettre en place ensuite des kits menstruation pour leurs archéologues qui sont menstrués sur les chantiers. Donc ça a l'air effectivement, comme le disait Laura, très trivial, mais c'est un peu la base, en fait. Et pour qu'il y ait une meilleure inclusion de toutes et tous dans la profession, parfois on est obligé de repartir de la base. Peut-être amener là-dessus avec chantier éthique. Oui, non, on peut en parler aussi, oui. D'accord. Oui. Et aussi avec du coup, nos collègues et l'association archéoéthique, on a mis au point une charte, la charte chantier éthique, et un vademecum qui accompagne cette charte. L'objectif de ça, c'était parce que dans le programmé, il n'y avait pas de règlement de travail qui encadrait la problématique des violences, notamment sexistes et sexuelles en archéologie. Donc on accueille quand même des étudiants, étudiantes, parfois très jeunes, entre 18 et 23 ans sur ces chantiers. Et il n'y a pas de règlement qui encadre ça. Et donc l'objectif de la charte, c'est pas du tout un document qu'on impose, qui est obligatoire. On a fait énormément de sensibilisation là-dessus et de publicité, et on attend que les responsables d'opération nous contactent. Des responsables d'opération qui, peut-être à leur échelle, parce que l'objectif c'est créer du collectif, peut-être à leur échelle se disaient « j'aimerais bien que les choses changent sur mon chantier, mais je ne sais pas trop quoi mettre en place, et puis j'ai pas le temps, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens ». Nous, on leur fournit ça. On leur fournit d'abord un petit cadre, c'est une feuille en format A4 avec une charte où on s'engage, l'ensemble de l'équipe s'engage à respecter simplement des notions très simples d'égalité et de diversité sur le chantier. Et un vademecum qui explique surtout quoi faire en cas de problème. Quoi faire à la fois pour les victimes, à la fois aussi pour les témoins et surtout pour les responsables d'opération qui sont parfois pas du tout formés à ça, au traitement en fait, des violences sexistes et sexuelles sur leur chantier. Donc toute une procédure qui doit être respectée, peu importe le niveau hiérarchique du présumé coupable des agissements. Voilà. Et cette charte, elle est en place depuis la 2019. Elle a déjà été intégrée par plus d'une trentaine de chantiers, un petit peu partout, en France, en Italie, en Belgique, au Québec, aux États-Unis. Et les retours sont plutôt bons. Alors après, évidemment, le fait d'adopter la charte pour le chantier ne garantit pas qu'on est face à un chantier qui est entièrement vide de tout problème, mais au moins, il y a un backup qui existe en cas de problème. Voilà, parce que comme on est vraiment nulle part, partir de la base, encore une fois, c'est important. Donc, on rappelle un petit peu les règles, on rappelle les règlements de travail, et puis à partir de ça, avec des bonnes volontés, parce qu'à chaque fois, on est en relation avec les responsables d'opération, on se rend compte que c'est des gens qui ont vraiment envie de faire changer les choses. Voilà. On est là dans une optique d'apprentissage pour tout le monde, peu importe l'âge, d'ailleurs, autant étudiants que professeurs. Et on les accompagne là-dedans. Alors, avant de finir, j'ai une dernière question qui est peut-être un peu compliquée, je ne sais pas. C'est juste que j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous avez une idée ou une envie de quelque chose qui serait changé peut-être plus au cadre réglementaire, législatif, quelque chose qui n'irait pas et qui serait amélioré? Alors,
Alors, on a des ministres qui changent souvent dans mon secteur, enfin le vôtre aussi, j'ai l'impression. Des programmes qui soient explicites, qui, au lieu de laisser ce doute planer, est-ce qu'il y aurait finalement des femmes qui mériteraient d'être étudiées en histoire, on puisse indiquer que, quelle que soit la période, quel que soit le thème, on parle des femmes, on parle de la minoration de leurs droits ou des droits qu'elles n'ont pas eus, des droits qu'elles ont eu à acquérir, combattre leur lutte pour y arriver. Et donc, on arrête d'invisibiliser la moitié de l'humanité dans nos programmes. Voilà, c'est un tout petit souhait formulé un 8 mars. Moi, j'ai un souhait d'une autre nature, mais évidemment, ce serait... parce que c'est très bien de prendre la parole, mais en fait, quand on n'a personne pour la recueillir et surtout personne pour ensuite l'encadrer, pour que le problème soit réglé, ça ne sert à rien. Donc, avoir des personnels formés au traitement des violences sexistes et sexuelles, ça pourrait être pas mal. Des personnels qui seraient payés pour ça, des personnels qui seraient consacrés entièrement à ça, donc pas en parallèle d'autres missions, du coup qu'elles feraient ça à moitié parce qu'on est humain et qu'il n'y a que 24 heures sur une journée. On comprend bien ça, souvent c'est des bonnes volontés qui naissent, mais il n'y a pas les moyens qui sont mis en œuvre, et là les moyens financiers mis en œuvre pour encadrer tout ça. Donc ça change petit à petit, c'est pas que ça n'existe pas. C'est juste que pour l'instant, c'est pas encore très efficace. Et en tout cas, avec le projet Paytatruel, on s'est bien rendu compte que les victimes qui viennent nous trouver sont souvent, on est leur dernier recours. Et c'est d'autant plus dramatique quand on se rend compte que nous, on n'est que 4, qu'on fait ça bénévolement en dehors de nos heures de travail et que clairement, on n'a pas les moyens d'une machinerie telle que l'État pour mettre en place des solutions pérennes sur le long terme. On fait ça avec nos petits deniers personnels et notre temps, la nuit, en soirée. Et du coup, avoir les réels moyens de nos ambitions, parce que c'est très bien de promouvoir l'égalité, mais si on ne lui donne pas les moyens de vraiment la promouvoir, c'est juste des mots qui font très bien et qui sont très dans l'air du temps, mais qui n'apportent rien de concret. Voilà, désolée, c'était un peu violent, mais bon, écoutez, on dit les choses. Très bien, merci beaucoup pour vos interventions. Je pense qu'on a réussi à brasser un peu large dans le temps qui nous était imparti, toutes les problématiques qu'on voulait évoquer. On peut prendre quelques petites minutes pour des questions, s'il y a des questions dans... Oui, je vais vous... Super. Pas poser une question. En fait, je voudrais faire. Je me permets de faire des petites remarques, comme ça fait un dialogue entre ce que j'ai dit et tout à l'heure. Du coup, j'ai pris des notes comme une élève, pas bonne, mais une élève quand même, sur les différents points. La nomenclature, premier point. Je pense que la nomenclature, il n'y a pas lieu de s'étonner du tout en France. Je pense que c'est un dossier sur lequel on travaille en ce moment au CNRA, donc on est dedans complètement. Mais en fait, tant qu'on aura une nomenclature à l'université française qui sera histoire de l'art et archéologie en licence, ça continuera. Il y a pas de Donc c'est pas étonnant. On n'a pas d'anthropologie dans nos filières, donc faut pas s'étonner. Il faut juste essayer éventuellement de faire évoluer peut-être. La question du terrain, je trouve que c'est une question qui revient beaucoup. Pardon, mais je trouve que ça me gêne un petit peu. Il y a presque un côté très combatif, qui est le vôtre, de dire mais les femmes sur le terrain, les femmes sur le terrain. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai voulu dire, l'archéologie, c'est pas que le terrain. Parce que du coup, finalement, les chiffres hauts en laboratoire, est-ce que c'est grave ? Voilà. Donc je pense qu'il faut peut-être équilibrer un petit peu, de dire c'est pas une punition d'aller au laboratoire, c'est pas moins bien. Enfin, je dis ça juste parce que forcément, c'est ce que j'ai choisi aussi. Donc, j'essaie de me prêcher un peu pour ma... Mais c'est vrai que la dénonciation de dire on n'est pas légitime en archéologie parce qu'on ne passe pas toutes ces journées sur le terrain, même si c'est important d'y être formé, parce que c'est là que vient la donnée primaire, il y a 1001 manières de pratiquer. Donc, je pense qu'il faut faire attention aussi, peut-être, à cet aspect-là, de pas dire que... Voilà. Sur la question de la discrimination qui revient de manière très, très régulière, je pense que c'est important, mais je pense qu'il faut faire attention, là aussi, à ne pas pondérer, à ne pas ouvrir un peu la focale, pas se regarder uniquement le nombril. C'est un problème qui est tellement plus large que celui de l'archéologie, mais tellement plus que, c'est bien de le souligner, mais n'oublions pas tout ce qui se passe en dehors de l'archéologie. Je le disais tout à l'heure, c'est un tout petit milieu, l'archéologie. Et le problème, il est beaucoup plus large. Sur la question... parce que c'est un sujet là aussi qui me préoccupe, les manuels, le lien avec les historiens, j'ai l'audace de présenter un peu être une historienne. Je pense que plus qu'un procès d'intention dans les manuels,
j'ai envie de dire que c'est un état d'ignorance. J'ai vu arriver la préhistoire dans les programmes en 2016 avec une panique générale des collègues du secondaire en disant ah, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Parce que tant qu'effectivement, finalement, l'histoire, ce sera les foutues 4 périodes de l'histoire et qu'on n'aura pas inclus la préhistoire comme étant une période historique normale comme les autres, on restera dans cette espèce de cercle. Mais ça me paraît important aussi quand même de noter que la PHG, qui est quand même ultra active, a un lien très fort avec les archéologues. Joël Alazar revient au prochain CNRA pour pouvoir justement discuter du lien qu'on a entre les professeurs d'histoire-géographie. Que la PHG, c'est l'association des professeurs d'histoire-géographie. L'association des professeurs d'histoire-géographie, effectivement. Première association d'enseignement, qui est une association extrêmement active et qui a une attention soutenue du lien avec l'archéologie, toute période confondue. Donc il y a quand même des indicateurs. Et dans les manuels, quand vous avez hommes, 9 fois sur 10, c'est juste les homininés, c'est les hommes, c'est les homos avec un M et pas... Voilà, je pense que la discrimination, elle est involontaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer des choses, mais je pense qu'il faut faire plus un état d'ignorance qu'un procès d'intention. Sur cette question des manuels, il y a une vraie volonté, une vraie demande de nos collègues dans le secondaire pour qu'on soit ensemble à accompagner ces projets. Voilà. Je serai un petit peu plus critique quand même sur l'édition scolaire. Alors, je défends évidemment à 1000% les actions de la PHG. J'en fais partie. Mais non, vraiment, dans l'édition scolaire, il y a un problème. Il y a un problème, c'est quand on leur demande de faire très clairement des chapitres qui indiqueraient que voilà, quand on a la société paysanne et que c'est à chaque fois, c'est les paysans, il n'y a pas les paysannes, où on voit, il y a des enluminures, enfin que tous les enseignants connaissent avec les travaux féminins au Moyen-Âge, et c'est une femme qui porte, parce que les femmes ne sont pas totalement faibles, des fois elles portent des charges. Et il n'y a pas une question, en fait, le mot femme n'apparaît pas, donc là, ce n'est pas un état d'ignorance, c'est un problème. De mon point de vue. Et je ne jette pas la pierre forcément non plus, parce que je sais comment fonctionne le système de l'édition. Il y a les documents qui sont imposés, il y a des contraintes particulières, le nombre de signes, etc. Mais de temps en temps, voilà, quand c'est en ligne, là, il n'y a pas d'excuse. Enfin, voilà, bon, bref, on pourrait redébattre autour de ça, mais il y a besoin de ces regards scientifiques sur les manuels. Et la préhistoire, c'était vraiment le révélateur de l'état, pour le coup, d'ignorance dans la profession, et je me mettais dedans. J'espère avoir rattrapé un petit peu mon retard. Et c'est vrai que ça pose question de tout à fait. Et heureusement qu'on a la PHG actuellement, parce que c'est pas... Enfin, il faut aussi avoir conscience, c'est un autre débat, et je ne vais pas l'ouvrir ici, mais de l'état de la formation des enseignants en France actuellement. Je voulais juste répondre sur les 3 premiers points, mais rapidement, promis. Voilà. Mais on est d'accord, le patriarcat a un impact sur l'ensemble de la société et l'archéologie n'est pas épargnée. Avec Pays Tatruel, on ouvre juste un champ qui était laissé en friche. Voilà, ça c'est le premier point. Donc on n'est pas, c'est pas le pire, on n'est pas la pire profession. Il y a juste des problèmes dans notre profession et on doit y travailler parce que c'est bien qu'il y ait l'égalité un petit peu partout. Voilà, c'est le premier point. Deuxième point, il y avait pour le privilège du terrain, on est entièrement d'accord aussi, évidemment. Le focus est mis sur le terrain parce que justement, la formation universitaire, on envoie prioritairement les étudiants sur le terrain et donc la majorité des données qu'on a, c'est des jeunes étudiants qui vont sur leur premier chantier. Donc le focus est mis sur le terrain, mais dans l'enquête, le focus n'est pas uniquement mis sur le terrain. Donc on a aussi dans les musées, voilà, dans les laboratoires, il y a aussi évidemment, il y a une proportion de femmes qui est beaucoup plus grande dans les labos. Et donc les problèmes sont moindres parce qu'encore une fois, la domination homme-femme y est moins exercée parce qu'il y a moins de représentants de la gente masculine qui exercent leur pouvoir de manière omnisciente sur l'ensemble du labo. Voilà, donc il y a moins de problèmes là, de manière globale, mais ça n'empêche pas les problèmes d'arriver. Mais voilà. Et ensuite, le premier point, c'était avec la division archéologie, histoire de l'art. Évidemment, oui. Oui, on ne va pas changer ça, mais on peut. On essaye. Très bien. D'accord, ce serait chouette. Et puis comme ça, on pourra amener d'autres problématiques. Et oui, évidemment, c'est un travail de longue haleine. Mais j'ai vu, il y avait plein de gens. Mais
Oui, c'est juste, bonjour, déjà merci pour votre intervention. Je suis étudiante en 3e année de licence d'archéologie et c'était pour reprendre, madame, votre remarque sur le terrain. Je suis d'accord sur le fait que, évidemment, l'archéologie, c'est pas uniquement du terrain et c'est de plus en plus un point qui est abordé par nos professeurs. Cependant, comme vous l'avez dit, les stages qui sont obligatoires en archéologie, il nous est très fortement conseillé, voire imposé d'aller sur le terrain. Je pense que quand on est au niveau où on cherche des stages, on demande de l'aide à nos professeurs, des contacts, des adresses mail, et que ces professeurs vont nous dire « alors je vous déconseille celui-ci », parce qu'il y a des retours d'étudiants et d'étudiantes qui disent que ceci, ceci, ceci. Le responsable d'opération, il a des accusations derrière lui, et que c'est quelque chose qui est connu, y compris des professeurs et donc de l'administration, et que c'est quand même pas quelque chose qui est réglé, et que juste dans ce cas-là, on va orienter les étudiantes vers un autre chantier. Je trouve que c'est important quand même d'amener ce point-là en lumière, parce que oui, l'archéo, c'est pas juste du terrain, mais ça commence par le terrain, que ce soit dans la formation, comme vous l'avez dit, la collecte de données initiales. Et oui, il ne faut pas, pour citer l'un de mes professeurs, que les archéologues restent dans leur trou, mais à un moment, on ne va pas non plus s'imposer des chantiers où l'ambiance est inconfortable, juste parce qu'il n'y a pas de choses qui sont faites pour ça. Juste une dernière question dans la salle avant de laisser la parole à Hélène Bouillon qui voulait réagir sur vos propos et laisser Agnès Salle conclure cette matinée. Oui, bonjour. Oui. C'était simplement pour revenir sur des considérations un peu plus pragmatiques. Donc moi, je suis dans un service régional de l'archéologie, à un poste de direction. Donc je suis le petit coin de sectoriel. Merci Anne. Non mais c'est révélateur quand même. Et simplement pour dire qu'on commence progressivement, alors c'est peut-être aussi parce qu'il y a des recrutements nouveaux et donc une nouvelle génération d'archéologues au sein du service, je parle vraiment des services du ministère de la Culture, parce qu'en archéologie, dans les régions, il y a l'université et évidemment tout l'enseignement, et puis il y a aussi les services régionaux d'archéologie, on a un rôle important à jouer, je pense. Donc nous, on a commencé à parler de la charte archéoéthique dans ce qu'on appelle, nous, nos réunions de programmation, donc c'est des moments où on reçoit les porteurs d'opérations programmées. Moi, à titre personnel, j'ai une opération programmée et je suis adhérente de la charte archéoéthique, je crois, depuis 2019, donc on doit y être depuis le début. Mais ce n'est pas anodin parce que sur le chantier, ça crée une ambiance sur le ton de la blague, où les fouilleurs de dire « oui, on est archéoéthique, nous on est chantier éthique », mais en fait, du coup, on en parle et c'est assez sain aussi, je trouve. Donc nous, on a commencé avec des collègues féminines, il faut bien le dire, au service, à parler notamment de ce point-là. Et là, pour l'année prochaine, très clairement et très radicalement, on a décidé qu'on enverrait la charte à tous les porteurs d'opérations programmées, parce qu'a priori, on ne nous interdit pas de le faire. On ne les oblige pas à la signer, évidemment, ce n'est pas le sujet, mais je pense que c'est une information importante et que nous, en tant qu'SRA, on a aussi un rôle à jouer de ce point de vue-là. Donc je reprendrai contact avec vous plus tard pour échanger là-dessus. Merci pour la pub. Très vite, une dernière question encore. Dernière question très rapide. Juste d'une part sur la distinction entre militants et scientifiques, qui est quand même assez triste et qui, je pense, au contraire, faudrait revenir notamment en fait, à des formations d'anthropologie. Bon, je viens de l'anthropologie, j'ai notamment eu des cours par une militante, mais en fait qui est maître de conf, qui est scientifique, et ça depuis la génération MLF, Delphine, Nicole-Claude Mathieu, etc. Et une question peut-être sur la nécessité de, déjà dans toute la présentation, il n'y a pas eu la mention, enfin il y avait la mention de violence, de choses subies, mais jamais par qui. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus et même sur la charte dont on parlait, sur les questions du SRA, peut-être d'assumer, et peut-être parce que ça fait peur et que ça revient sur cette espèce d'anathème de militant, ou voilà, mais d'une position un peu plus offensive, parce qu'on signe une charte mais il n'y a pas de contrôle derrière. Et là, j'en ai beaucoup de critiques à faire là-dessus sur le SRA, sur des contrôles qui se limitent à bonjour, on fait du contrôle scientifique, mais en fait sur les conditions de travail, sur les conditions de vie, et même chose dans les universités. À Paris 1, on est empêtré dans des affaires où en fait il ne se passe rien. Et parce qu'il n'y a pas un arsenal juridique, parce que les militantes qui essayent de faire des choses, on les renvoie en disant ah là là, saloperie, vous avez tagué un mur et donc on va porter plainte contre vous. Mais donc voilà, c'est des questions, ouais. Et du coup aussi sur la question du constat, c'est qu'on fait beaucoup de constats, mais il y a finalement dans ces présentations assez peu d'éléments explicatifs du pourquoi, du cadre, d'une approche systémique et du coup par qui et comment est-ce que ça se déploie spécifiquement. Voilà. Et merci.
Alors, sur la question du militantisme et du scientifique, j'ai envie de répondre qu'il n'y a pas de science objective, de toute façon, et que le fait de taxer les études de genre de manière globale, pas uniquement en archéologie, de militantisme, ça se fait depuis le début, et les chercheuses y ont été confrontées dès les années 80. Ça revient souvent. Je pense qu'en Belgique, pour l'instant, on est relativement épargné par rapport à la France parce que nous, on n'est pas accusé d'islamo-gauchisme ou de wokisme, contrairement à vous. Oui, espérons que non. Et donc, du coup, il y a eu quand même énormément de recherches sur l'objectivité ou l'inobjectivité de la science qui ont été menées et qui montrent bien que, quelles que soient les disciplines, il n'y a jamais d'objectivité pure en science parce que le chercheur ou la chercheuse vient toujours de quelque part, a une histoire, une couleur politique et qu'il va forcément inclure ces éléments-là dans sa recherche de manière inconsciente. Et donc, il y a un exemple que j'aime bien citer, qui est une chercheuse qui s'appelle Émilie Martin, qui a travaillé sur la manière dont les biologistes parlent de la procréation. Et donc, elle a étudié des textes scientifiques où des chercheuses et chercheuses parlent de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. Ça a l'air hyper factuel et on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y aurait des éléments stéréotypés ou sexistes là-dedans. Elle a relevé les types de mots qui sont associés à l'ovule et au spermatozoïde. Et en fait, on voit que d'un côté, on a l'ovule qui est présenté comme une espèce de demoiselle en détresse qui est sauvée par le vaillant spermatozoïde qui va arriver, qui est décrit comme étant fort, robuste, etc. Et puis, à un moment de la recherche, les biologistes se sont rendus compte que l'ovule n'avait pas un rôle si passif que ça. Et les mots qui vont être à ce moment-là associés à l'ovule qui a un rôle de captation du spermatozoïde vont être veuve noire, une espèce de menthe religieuse, et le pauvre spermatozoïde va être capturé dans ses filets. Donc on voit qu'il n'y a pas moyen d'avoir vraiment de l'objectivité pure, même en parlant de faits extrêmement factuels comme la reproduction humaine à l'échelle de l'ovule et du spermatozoïde. Donc, au-delà de ça, quand on parle de faits sociaux, évidemment, c'est encore plus compliqué de garder son objectivité. Il y a aussi tout un pan de la recherche qui vous dira que le militantisme, au contraire, fait beaucoup de bien à la recherche parce qu'on a tendance à se poser des questions que les autres ne se posent pas et à taper un peu dans la fourmilière pour essayer de faire bouger les choses. Oui, et puis pour les personnes qu'on ne nomme pas, les études qu'on écrit, et notamment l'enquête là qu'on vient de sortir européenne, si ce qui ressort de l'enquête, c'est évidemment, c'est des hommes entre 50 et 65 ans qui sont en majorité les coupables, qui sont c'est eux qui harcèlent et qui agressent sexuellement, généralement des étudiantes entre 20 et 30 ans. Voilà. Et on le répète. Je crois qu'on l'avait dit en plus, là, plus tôt, on l'a dit plusieurs fois. On l'a dit 2 fois, mais bien sûr, mea culpa, mais on aurait dû le dire, on le dit assez fréquemment. Et bien sûr, il y a un problème de ça. Comme j'ai dit, il y a un problème de domination de femmes, mais aussi un problème de hiérarchie. Et clairement, nous, via Paytatruel, des relations où les personnes ne sont pas au même niveau hiérarchique sont nécessairement coercitives. Et donc, dans le cadre étudiant-professeur, évidemment, les relations étudiants avec les étudiantes, pour nous, ne peuvent pas se faire, même si on est des adultes, qu'on est tous consentants. Il y a des relations de pouvoir qui interviennent et nous, on est contre, évidemment, ce type de relation. Et on milite même plutôt contre ça, parce que clairement, ça ne mène à rien de bon. En tout cas, pas pour des jeunes étudiantes qui débarquent et qui pensent qu'elles sont remarquées par un professeur et qu'elles sont forcément exceptionnelles. On est toutes exceptionnelles, évidemment. Et c'est pas parce qu'un vieux monsieur avec une chemise vous le dit que vous l'êtes forcément plus. Voilà. Donc j'espère qu'on a été assez clair. Et puis on agit avec les syndicats aussi, évidemment. Mais je vais laisser la parole à Hélène. Moi, j'avais justement une question au niveau, avant de repasser la parole à Anne après, j'avais une question et ensuite peut-être des petites remarques qui vont nous aider à analyser
la place des femmes dans l'archéologie pour la suite de notre cycle. Première question, c'était justement au niveau des enquêtes qui ont été menées. J'ai été frappée par justement le fait que les chiffres sont très différents d'une enquête à l'autre. Je ne sais pas si vous pouvez remettre justement ce tableau. Il y a quand même une enquête où le pourcentage de répondants et répondantes est 77% de femmes et l'autre 26%. Il y en a une autre, c'est 10. Est-ce que vous avez des éléments de compréhension de ces chiffres très disparates? Oui, la taille des échantillons, complètement. Dans le livre d'où est issu le tableau, on détaille ça. On détaille les enquêtes, combien de personnes ont répondu, la proportion de femmes qui répondent aux enquêtes. Le terrain est différent aussi. Pour les 3 premières et aussi celle de 2020, on est aux États-Unis. Pour Coto Sarmiento, on est en Espagne. Pour la dernière de 2023, c'est à l'échelle européenne. L'enquête auquel du coup, on a participé en 2023, c'est celle où il y a le plus de répondants, répondantes. On a plus de 1200 répondantes, répondantes. Donc voilà, les échantillons ne sont pas du tout les mêmes. On se demandait aussi avec Ariane si ce n'était pas les définitions mêmes de ces agressions subies qui ne seraient pas les mêmes dans toutes les enquêtes et qui apporteraient ces chiffres différents. Elles sont données à chaque fois dans le questionnaire. Donc nous, dans notre questionnaire, on avait donné la même définition qui était la définition que Odjet a utilisée, que Coto Sarmiento a utilisée. Donc les définitions sont les mêmes. Pour harcèlement, agression sexuelle, les types de discrimination, ça reste identique pour ça. D'accord. Les échantillons sont parfois vraiment beaucoup plus petits. Et donc, en ayant 1200 personnes sur notre enquête, on se dit que là, on a un bon panel assez représentatif de la situation. Et là-dedans, on avait plus de 400 répondants uniquement pour la France. Et par exemple, pour Meyers, je sais, ils sont à 320 réponses à l'échelle des États-Unis. Celle de RAD en 2018, ça se concentre uniquement sur les archéologues de Californie du Sud. Donc voilà, c'est pour ça que les résultats sont contrastés. Le tableau, comme ça, est impressionnant, mais dans le livre, on a détaillé un peu plus ces enquêtes pour expliquer un peu les résultats qui sont repris ici sous la forme de chiffres très froids et inconcrets comme ça. Merci beaucoup. Et merci pour cette table ronde qui était vraiment très, très intéressante et qui m'ont... qui m'ont fait penser à des choses qui sont proches un petit peu de ce que j'avais vu dans l'histoire de l'immigration, puisque j'ai travaillé aussi au musée de l'histoire de l'immigration pendant 3 ans, et j'ai vu que les problématiques de genre et les problématiques d'immigration étaient un peu similaires dans, par exemple, le fait d'invisibilité du sujet d'étude. Les immigrés sont des invisibles, les femmes aussi sont des invisibles, et vous l'avez rappelé, et c'était très important. Pour étudier ces thématiques-là, il faut changer le regard, tout simplement. Parce que c'est là, les immigrés sont là, les femmes sont là. Au-delà de ça, même toutes les... alors, les femmes ne sont pas des minorités, hein, puisqu'on fait plus de 50% de la population. Mais en tout cas, les minorités aussi, qui peuvent être étudiées, sont là. Il faut simplement changer un peu le regard pour pouvoir les étudier. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, je pense qu'on pourra peut-être développer dans les cycles futurs, ce sont certains sujets laissés aux femmes, justement. Les objets par rapport aux monuments, les images par rapport au texte, et ça c'est prégnant dans l'archéologie égyptienne. C'était quelque chose dont j'avais parlé notamment avec Guillemette Andrelanoé, autre ancienne directrice des antiquités égyptiennes au Louvre, qui disait que pourquoi beaucoup de femmes ont étudié les ostracas figurés, notamment Der El-Médidé, parce que les hommes étudiaient les ostracas inscrits, avec des textes beaucoup plus importants, bien évidemment. Et le musée par rapport au terrain, effectivement. Et ça fait partie peut-être de ces choses très intéressantes à analyser sur le long terme depuis le 19e siècle. Du coup, je vous repasse. Je vais être très rapide. Une première remarque avec ce que tu viens de dire sur le fait qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Moi, ça m'invite à quelque chose qui me paraît extrêmement important en archéologie, dans la science en général. C'est notre positionnement avec un peu d'humilité
parce qu'on se rend bien compte qu'au fil des années, il y a des choses qu'on est capable de voir, d'autres pas. Et je pense que voilà, ça c'est vraiment important. Peut-être qu'on loupe encore aujourd'hui des choses et que demain on sera capable de les voir. Donc je pense que c'est une leçon aussi de manière plus large. Et un dernier point, qui est un mot que je n'ai pas entendu, que je pense qu'il faut réintroduire, c'est la question de l'autocensure. Et elle est très importante et elle est très actuelle. J'en ai eu plusieurs fois l'expérience, et la dernière expérience que j'ai eue, c'était pour l'organisation des assises scientifiques de juin dernier de l'archéologie, où on a contacté, le conseil scientifique a fait un démoche de programme, et on a contacté des collègues, hommes, femmes, et c'était drôle ou pas drôle, mais quand je contactais un collègue et qui ne pouvait pas, s'il estimait que c'était important comme rencontre, en fait, il pouvait. Il déplaçait sa réunion, il déplaçait son voyage, il venait. Systématiquement, les femmes me disaient « Ah, mais je ne peux pas parce que j'ai une réunion, je me suis engagée, vis-à-vis des collègues, c'est embêtant ». Au bout de la 3e, je l'ai engueulée quand même, pour dire « Maintenant, ça suffit ». Visiblement, les garçons sont capables de s'organiser autrement. Il va falloir que, voilà, on soit un petit peu plus combative et que quand on estime qu'il y a quelque chose d'important, on arrête de s'auto-censurer et de se culpabiliser, de se dire que quand même, on a fait et on ne peut pas. Et ça, c'est une réalité dans la pratique du métier sur laquelle il faut peut-être qu'on travaille, nous. Voilà, je voulais juste finir par ça dans les perspectives de construction de demain. Merci. Je m'arrête, je donne le micro, je me tais. Merci beaucoup. De toute façon, on aura aussi du temps en fin d'après-midi pour des questions, une bonne demi-heure pour des échanges, y compris sur tout ce qui s'est dit ce matin de nouveau. Donc voilà, c'est vrai que c'était passionnant ce matin. Merci beaucoup à vous tous. On va du coup laisser la parole à Agnès Salle qui va conclure la matinée. Merci.